Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce superbe plateau pour un nouveau programme signé La Tribune en coproduction avec la Fondation Mosaïque. Engage-moi, les nouveaux codes de la réussite, c'est le titre de cette émission. C'est aussi une invitation pour toutes celles et ceux qui font au quotidien, qui bougent les lignes, qui poussent les murs, qui s'engagent pour plus de mixité, de diversité et d'inclusion. Avec moi tous les mois pour présenter ce programme, un garçon formidable qui est un jeune entrepreneur à qui tout réussit, qui n'hésite pas non plus à partager ses émotions, ses bons plans partout sur les réseaux sociaux. Je vous présente Youssef Koutari. Salut Youssef, comment ça va? Salut Sophie, merci beaucoup pour cette introduction, super bien. Je suis vraiment content d'animer ça avec toi. Alors, tout réussi, en réalité, j'ai raté pas mal de choses, mais on va enchaîner. mais non. Ah, quand même. On va enchaîner directement avec le programme et la première partie qui sera prise par Saïd Amouche, le président de la Fondation Mosaïque et l'invité spécial que vous verrez tout à l'heure. On enchaînera directement ensuite avec Anthony Babkin, que tout le monde connaît de Diversity Days, avec cette génération talent, cette génération qui fait bouger les choses, et il nous présentera justement un talent, une pépitasse qui a mis en place un projet impact et qui transforme notre société. Directement après ça, on aura Florence Daucher qui, à travers la carte blanche de Visible, est un sujet important parce qu'elle nous présentera une femme inspirante, une femme engagée, en fait une femme qui est devenue un rôle modèle pour nous toutes et tous. Et on terminera à la fin avec Sandrine Charpentier de Mix City qui nous présentera en fait le top 3 des meilleures initiatives, des initiatives qui sont portées par des collectivités, par des organisations, par des entreprises dans le monde économique et qui font bouger les choses. Est-ce qu'on est bon sur ça? On est tout beau et puis tu as tout dit, donc il est temps de lancer la première séquence, c'est la séquence de l'invité. Engage-moi, première. Alors, comme promis, on commence cette première partie de l'émission avec Saïd, fondateur et président de la Fondation Mosaïque. Bonjour Saïd. Bonjour Youssef. Comment vas-tu? Très très bien, je suis très content d'être avec vous, avec toi Sophie. Magnifique. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'accueillir l'invité spécial, est-ce que tu peux en quelques mots nous présenter ta fondation et le projet incroyable que tu mènes depuis maintenant plusieurs années? Alors, avec plaisir. La fondation en fait, Mosaïque, c'est la continuité d'une expérience qu'on avait portée avec un cabinet de recrutement un peu spécial puisqu'il était spécialisé dans la promotion de la diversité qui s'appelle Mosaïque RH. Et ce cabinet il a toujours été inscrit dans une logique d'aider les entreprises, d'accompagner les entreprises à s'ouvrir davantage sur la diversité en allant détecter des candidats issus des quartiers populaires. Et cette expérience a été une vraie réussite et qui nous a permis petit à petit de créer une formation pour porter en fait nos messages d'une manière beaucoup plus haute, interpeller, mobiliser, sensibiliser. C'est des clés en fait qui permettent de réussir à embarquer davantage d'entreprises, les pouvoirs publics mais aussi les médias. Et donc c'est la raison pour laquelle en fait la Fondation Mosaïque a accepté en fait de coproduire cette émission tous ensemble. Merci en tout cas pour ça aussi, Saïd. La Tribune est ravie de pouvoir faire cette émission avec la Fondation et avec toi en l'occurrence. C'est l'heure de l'invité, Saïd. Il est temps de nous dire qui tu reçois. On t'écoute. Alors aujourd'hui, on a le bonheur, Sophie, de recevoir Rami Bettier. Bettier, c'est un nom qui inspire probablement la multiculturalité, mais ce dont on va parler aujourd'hui, en fait, c'est de votre fonction. Vous êtes directeur général de l'entreprise Carrefour, Carrefour France. C'est une entreprise qui comporte aujourd'hui plus de 150 000 collaborateurs. C'est une entreprise qui a affiché plus de 49 milliards de chiffre d'affaires en 2022. C'est très impressionnant. Rami, on dit souvent en fait que la performance économique est beaucoup stimulée par la diversité. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui est incarné dans l'entreprise Carrefour? Bien sûr. D'abord, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et oui, naturellement, pour moi, la performance de l'entreprise dépend de son degré de complémentarité et donc de la diversité. Alors, on peut parler de diversité homme-femme, jeunes, moins jeunes,
intelligence de l'école, intelligence de la rue. Donc, toute la diversité d'origine, la diversité de la santé, et donc toutes sortes de diversités apportent un élément complémentaire à la société qui permet à l'entreprise d'y voir plus clair. Pour avoir la vision 360 degrés, il faut qu'on coche un maximum de cases, et je crois foncièrement que chacun, de par sa particularité, sa culture, ses origines, on ne parle pas seulement de Français et étrangers, on parle vraiment même de régions, de quartiers, d'âge, d'écoles, d'études universitaires ou études plutôt expérimentales. Donc, je crois que la somme des diversités fait les bons résultats. Et c'est prouvé chez Carrefour. Alors concrètement, il y a des bons résultats. Qu'est-ce qui s'est passé là sur le dernier semestre? Alors, sur le premier semestre de l'année 2023, nous avons publié les résultats hier. Tout simplement, nous avons publié un chiffre d'affaires en hausse de plus 7,3%. 7,3, ok. Un gain de clients de plus de 530 000 clients nouveaux qui ont décidé de venir changer d'enseigne et faire leurs achats chez Carrefour. Et également, en bas de page, on en voit le résultat. C'est une amélioration de l'EBIT de plus de 36 points de base, ce qui est assez exceptionnel pour la taille effectivement de la France. Donc c'est le résultat net. C'est le résultat net. Et donc en fait, c'est l'EBIT avant le résultat net. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'engagement de l'ensemble des hommes et des femmes qui composent donc cette entreprise, parce que cette entreprise, elle est faite d'hommes et de femmes qui, tous les jours, ils viennent avec la passion de servir. Donc, ce qui s'est passé, c'est une évolution culturelle de l'entreprise qui place le client, le collaborateur au centre de nos priorités, la bienveillance avec les collaborateurs qui accompagne l'exigence. Moi, je dis toujours à mes managers, nous manageons avec exigence, mais 2 doses de bienveillance. 2 doses de bienveillance pour 1 dose d'exigence. Donc, cette bienveillance qui vient avec la formation, qui vient avec un plan de carrière pour chacune et chacun. Et de cette manière-là, on se sent appartenir effectivement à une entreprise, et là, on donne beaucoup plus que si seulement on appartenait à un contrat. Oui, bien sûr. Je comprends. Alors Carrefour a aussi en fait travaillé sur un plan stratégique, Carrefour 2026, dans lequel on a entendu en fait que les notions de diversité et d'inclusion étaient au cœur de la réflexion stratégique de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et notamment cet outil que vous voulez mettre en place autour de la mesure de la diversité. Écoutez, c'est-à-dire avec le président Alexandre Bompard, nous sommes convaincus que plus de diversité, c'est plus de réussite, plus de performance. Donc on ne le fait pas seulement pour s'intégrer dans la société française, on ne le fait pas seulement pour rendre service à la communauté qui nous fait confiance et qui vient acheter chez nous. Nous sommes honorés aujourd'hui de servir 3 millions de consommateurs français tous les jours. Donc, mais au-delà de ça, on est convaincu que plus de diversité, ça fait de meilleures performances financières. Donc l'investisseur est plus heureux, l'État est plus heureux parce qu'on paye plus d'impôts, donc on contribue très largement à la vie sociétale. L'objectif principal, c'est de garantir que les équipes Carrefour ressemblent aux Français qu'on trouve dans la rue, qui ressemblent aux consommateurs qui viennent acheter chez nous. Et au plus haut sommet en fait, de l'entreprise, c'est ça qui est aussi très original. Parce que le plus haut sommet de l'entreprise, c'est le client. Donc c'est le client qui nous paye. Moi je dis à mes collaborateurs, moi je ne paye pas à la fin du mois. Celui qui paye, c'est le client. Si demain il n'y avait plus de clients, qui paierait? Personne. Il n'y aurait pas de chiffre d'affaires, il n'y aurait pas de paye. C'est le client qui est au sommet de la pyramide. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais? Mon rôle, c'est de faire des transferts bancaires, des virements. Très bien, je fais le virement bancaire. D'ailleurs, j'ai une équipe de paye qui le fait très bien. Mais la paye, ma paye et celle de mes collaborateurs est décidée par le client. Demain, le client, il peut me sortir de là en ne plus venant, par exemple, faire les courses chez moi.
C'est pour cela, avant d'entrer, j'ai demandé aux personnes qui m'ont accueilli, est-ce que vous faites les courses chez nous? Alors, il y a une notion aussi qui est importante aussi à rappeler, c'est que quand on performe économiquement, et parce qu'on a investi aussi dans la diversité, c'est important de faire le rapprochement, c'est aussi la notion derrière de la partage de la valeur. On crée de la valeur, donc on la partage. Comment c'est analysé chez Carrefour, cette notion, avec notamment les collaborateurs? C'est-à-dire, on a un système de participation qui vise à partager 5% des résultats nets avec l'ensemble des salariés. Et donc, vous regardez le montant que vous faites à la fin de l'année, vous en retirez 5% et vous partagez, vous redistribuez ça à l'ensemble des salariés. Et pour vous dire que ce montant calculé en 2020 sur la base des résultats de 2019 était de 50 € et quelques, et l'année dernière, nous avons participé avec l'ensemble des salariés à un montant de plus de 1030 €. C'est-à-dire donc plus de diversité, plus de performance et donc plus de participation à nos salariés. Ce qui n'a évidemment rien à voir avec la prime Macron. Des 1000 €. C'était autre chose que nous avons également réalisé pendant le Covid. Alors, restons sur le sujet en fait, de la diversité, de la mesure. Comment vous mesurez le niveau de diversité au sein de Carrefour? Est-ce que vous avez des outils? Est-ce que vous avez des méthodes particulières? Nous avons lancé une enquête, un questionnaire auprès de l'ensemble de nos collaborateurs pour dire votre lieu de naissance, l'origine de votre prénom, le lieu de naissance de vos parents directs et leur lieu de naissance et leur prénom, et donc, mais également jusqu'aux grands-parents. Donc on revient, voilà, et leur lieu de naissance. Et justement, nous avons eu une participation assez intéressante au sein de l'entreprise. Donc, on a eu plus de 40% de participation en l'espèce de quelques jours. 40% des 150 000 collaborateurs qui ont participé, donc qui ont répondu aux questions. Et moi-même également, j'ai répondu. Mon prénom c'est Rami, je suis né au Liban, mes parents s'appellent, ils sont nés à tel endroit, etc. Et donc, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de voir, est-ce que l'entreprise du sommet jusqu'à la base, est-ce qu'elle ressemble à nos consommateurs? Est-ce qu'elle ressemble aux Français dans la rue? Ou est-ce qu'on vient d'une autre planète et on veut servir une autre planète? C'est aussi simple que ça. Pour gouverner, il faut comprendre qui nous gouvernons. Pour servir, il faut comprendre qui nous servons. Et aujourd'hui, on a la volonté de ressembler à cette France de tous les jours. Parce que souvent on dit on ne peut pas mesurer l'origine ethnique. En réalité, c'est complètement en conformité avec la loi et c'est complètement… Ça pose problème, ça, voilà, de demander l'origine, la naissance Je crois qu'en France, à chaque fois que vous prenez une initiative, vous allez recevoir des questions ou des remarques. J'en ai reçu par le biais d'un syndicat respectable et j'ai répondu. J'ai dit écoutez, moi je réponds à cette enquête. Je pense que c'est pour le bien des générations futures de notre pays. Et donc, on ne le fait pas pour identifier ou stigmatiser. On le fait pour le bien. Et je pense que la confiance est là. Le monsieur m'a répondu, il m'a dit « je participerai également ». Le monsieur s'appelle Jamal. Donc, il m'a dit « je participerai également ». Je lui ai expliqué que c'était pour le bien de nos générations futures. Alors nous, on le fait pour ressembler effectivement à la France d'aujourd'hui et de demain. Au lieu de jouer sur la fracture, c'est de jouer sur ce qui nous rassemble, ce qui fait de nous une unité nationale et sociétale. C'est important de rappeler en fait que la CNIL permet énormément de choses à condition de faire des déclarations au préalable. Oui, et c'est volontaire. C'est-à-dire qu'on a des statistiques. Les personnes qui n'ont pas souhaité participer, nous, c'était une invitation à participer. Maintenant, c'est volontaire. Finalement, le principe du volontariat, ça vous arrive d'être interrogé sur vos intentions pour les élections présidentielles. Maintenant, si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas. Si vous répondez, ça c'est votre choix. Alors moi j'avais une autre question en fait que je trouve très intéressant parce qu'on incarne beaucoup la diversité via le salariat mais aussi via l'entrepreneuriat. Vous avez une culture de la franchise. Il y a un certain nombre de magasins qui sont franchisés Carrefour. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment vous sélectionnez les entrepreneurs qui vont reprendre ces Carrefour-là? Est-ce qu'il y a aussi un investissement autour de cette culture, autour de la diversité? C'est quoi les choix stratégiques qui sont faits autour de la politique de la franchise? Notre objectif aujourd'hui, donc d'abord, je dois vous dire que chaque année, nous ouvrons plus de 280 nouveaux magasins, surtout de la proximité, des petits magasins, Express, Contact, vous les connaissez. Et ces magasins, nous les ouvrons à 100% en franchise.
ce que nous souhaitons, c'est de créer un maximum d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui viennent effectivement gérer un compte résultat et qui fassent le travail pour eux. Et bien sûr, nous sommes là pour les aider sur tout ce qui est back-office, logistique, informatique, concept, marchandises, etc. Parce que pour cela, il faut des équipes préparées. Et donc, nous sommes fiers aujourd'hui de proposer à des centaines d'entrepreneurs chaque année de prendre de nouveaux magasins. Mais aussi, on a des magasins qui sont passés de l'intégrer en mode franchisé. Et également, nous avons cherché des entrepreneurs plutôt de petite taille. Donc, on ne cherche pas de très grandes sociétés pour entrer chez nous. Vraiment des entrepreneurs, des fois un couple, des fois un jeune, des fois un moins jeune. Il faut présenter le dossier. Maintenant, pour aller dans le sens de la diversité, j'ai créé une école qui s'appelle l'école de la franchise. C'est-à-dire, vous venez avec un dossier, vous dites « je n'ai jamais fait de la grande distribution, j'ai jamais rempli le rayon et j'ai jamais… Toute franchise. En toute franchise, et je n'ai jamais été caissier de ma vie. Mais par contre, je souhaite entreprendre. » Bon, nous, il y a quand même un minimum de savoir-faire avant d'entreprendre dans votre intérêt et dans celui de la société, parce qu'il ne faut pas se tromper. Donc, on vous propose de suivre un cursus de formation qui va durer 6 à 8 mois, moyennant des examens et tout, et vous allez suivre une formation pratique diplômante. À l'issue de cette formation, vous avez votre diplôme et vous êtes prêt à prendre un magasin. Donc, on vous accompagne dans votre formation qui fait de vous un futur retailer. C'est quoi, grosso modo, la taille de la surface, le chiffre d'affaires potentiel attendu? Donc là, par exemple, si on parle de petits magasins, les 280 magasins que nous ouvrons chaque année, on parle de 300 mètres carrés. Okay. Voilà. Et ça fait un revenu net assez intéressant pour une personne. Si la personne réussit, elle peut aussi avoir accès à un deuxième magasin. Donc là, ça peut faire quand même un beau volume. Mais également, nous avons des hypermarchés que nous avons passés en franchise, des hypermarchés qui font des dizaines de millions d'euros. Mais là, par contre, là, on prend des personnes qui ont déjà une expérience des pros aussi dans la grande distribution et aussi chez Carrefour, c'est-à-dire les anciens de Carrefour qui, à un moment donné, décident de donner une nouvelle orientation à leur carrière à partir d'un certain âge, d'un certain niveau hiérarchique. Eh bien, ils peuvent demander de prendre une franchise et nous facilitons cette démarche de manière à ce qu'ils restent chez Carrefour et qu'ils rendent à la société ce qu'ils ont appris par la société. Et puis c'est une manière de s'épanouir différemment. Peut-être un mot aussi sur le rachat de Cora et d'autres réseaux de distribution. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques semaines? Donc nous avons annoncé il y a quelques jours donc, le rachat de l'enseigne Cora. Cette décision maintenant est soumise à la décision et, des autorités de la concurrence qui, pendant les prochains mois, va évaluer le dossier et va donner sa réponse. En tout cas, moi, je suis ravi de cette décision et honoré de pouvoir travailler un jour avec des collègues de Cora qui font un excellent travail également. Entendu. Alors, moi, ce que je trouve aussi très intéressant et remarquable, c'est votre entrée chez Carrefour. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes rentré chez Carrefour? Alors, c'est une entrée par la petite porte. Donc, moi, j'étais stagiaire école. J'envoie mon CV, je suis pris. On me donne un rayon à gérer, une allée à gérer. En tant que stagiaire, je crois. Hein. En tant que stagiaire école. Et donc, on me donne un cadencier avec plein de produits dedans et un crayon, une gomme. Et on me dit, produit par produit, il fallait passer la commande à la main. Donc, il fallait calculer combien j'ai vendu la veille, combien je vais vendre aujourd'hui, combien il m'en reste en stock, produit par produit. Et donc, le premier jour, ça m'a pris 3 heures. Le lendemain, ça m'a pris un peu moins de 3 heures. J'ai dit, je ne vais pas faire tout mon stage de 5 mois à passer 3 heures à faire les calculs comme ça. Ce n'est pas possible. Vous aviez quel niveau? C'était quel parcours de formation à ce moment-là? Donc, j'étais en école de commerce, dernière année, spécialisation finance. Sur un double cursus, il me semble. Hein. Je faisais aussi un master d'informatique appliquée à la gestion. C'est ça, en parallèle. Et donc, j'avais quelques notions d'informatique. C'est là où je me suis dit, je ne vais pas faire ça à la main tous les jours. Je me suis mis devant un ordinateur et j'ai automatisé le calcul que je faisais manuellement. Je l'ai écrit dans un algorithme de calcul. Donc le lendemain, au lieu de passer 3 heures à faire le calcul à la main, la machine l'a fait pour moi. En appuyant sur Enter, elle m'a sorti les commandes, c'est parti. Mes collègues le premier jour rigolaient en me disant « mais attends, tu ne vas jamais recevoir la commande ».
Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de perdre ton temps. Alors que le lendemain, la marchandise est arrivée, c'était plug and play. Ce que j'ai reçu, ça rentrait parfaitement, c'était impeccable. Donc mes collègues ont pris exactement le même algorithme, la même formule. Vous avez inventé un logiciel en tant que stagiaire. Une formule, une formule de calcul que j'ai faite pour moi en fait. Je ne savais pas que j'étais en train de la… Pour quitter plutôt le stage. En fait, c'était vraiment pour moi, c'était pour faciliter et passer à autre chose. Et finalement, c'était la réalisation du stage qui m'a fallu effectivement la visite du président chez Carrefour dans mon magasin. Et il m'a proposé de rester au sein de Carrefour et me voilà. Donc stage formidable, très belle expérience. Vous êtes identifié par votre hiérarchie. Et puis ensuite, il y a tout un parcours international, l'Espagne, l'Argentine, l'Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc des missions à l'étranger et des patrons de Carrefour qui me connaissaient. Ils m'ont appelé pour réaliser ces missions à l'étranger. Donc je suis parti effectivement avec ma famille en Pologne, en Turquie, avant de prendre la direction générale de Taïwan, l'Argentine, l'Espagne, ce que vous citez, et mon retour en France maintenant depuis plus de 3 ans. Donc vraiment l'ascenseur social par excellence. Bravo, bravo Rami, c'est impressionnant et puis c'est une source d'inspiration pour des milliers d'étudiants ou de jeunes en France. Merci. Merci infiniment, c'est déjà l'heure de clôturer cette interview, mais vous reviendrez Rami parce que je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à nous raconter encore. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Merci Saïd, on se retrouve le mois prochain. Avec grand plaisir. Avec un ou une nouvelle invitée. Merci à tous les deux. Il est temps de passer à la séquence suivante. Oui ou non? Ouais, c'est bon. C'est moi qui ai fait la séquence suivante, c'est toi? C'est moi? Non, c'était toi, c'était toi. Ok, c'est moi. D'accord. Donc on va passer à la séquence suivante juste après le jingle, c'est la séquence Génération Talent. Alors pour cette séquence, Youssef, on va recevoir l'emblématique, le charismatique, le sympathique, Anthony Babkin, qui est coprésident de Diversité, l'association Égalité des chances. Salut Anthony, bonjour, bienvenue. Salut Sophie, salut Youssef, vous allez bien? Impeccable, regarde. Avec toi. Je vois partout sur LinkedIn. Entre autres. C'est l'homme de LinkedIn qui ose me dire ça. C'est ça, c'est C'est un ça. compliment. Merci. Dis-moi Anthony, tu es là pour nous parler évidemment de ce qui t'anime tous les jours et nous présenter un talent, une pépite. Donc de qui vas-tu nous parler aujourd'hui ? Alors déjà, merci à tous les deux de nous laisser cette opportunité en tant qu'associatif de venir présenter des talents. Cette semaine, je suis accompagné de Youssef. Salut Youssef, tu vas bien? Écoutez, si vous allez bien, je vais bien. Ah, parfait. On va très bien. Tout va bien. Et je crois que tu vas vite nous engager parce que dans ce que tu portes aujourd'hui, c'est une solution à impact. Pour te présenter très brièvement, tu t'appelles Youssef. Tu viens du 77, on est voisins. Je suis un voisin du 91. D'ailleurs, on s'est rencontrés à Évry-Courcouronnes. Tu as lancé, il y a maintenant quelques années, une IA pour aider des étudiants dans leur parcours du quotidien. Mais tu vas m'en dire un petit peu plus. Mais avant ça, avant de parler de ta solution Adapted, j'avais une première question, c'est peux-tu me dire comment t'es venue l'idée de la création de ta boîte? Eh bien, tout simplement, Anthony, ça débute sur les bancs de l'école. C'est d'ailleurs là où j'ai rencontré mon associé Baptiste, avec qui j'ai cofondé Adapted. Disons que j'étais l'élève au fond de la classe et que lui était celui à l'avant. Donc on avait beaucoup de différences, mais au final, ces différences étaient plus des forces qui nous ont rassemblés très rapidement. Puisque justement, en post-bac, on a gardé le contact, on a toujours voulu entreprendre, lui et moi. On s'est rendu compte qu'il y avait ce petit problème-là, du fait qu'on n'avait pas forcément d'opportunités qui s'offraient à nous. Et justement, face à ça, on s'est dit que beaucoup d'étudiants passaient par la même case que nous. Lui qui était bon étudiant et moi non, on vivait les mêmes problèmes. Et donc face à cette problématique-là, on s'est dit qu'on allait lancer Adapted. Bon, c'est un peu de teasing jusqu'à présent. On a parlé en préparant cette interview des singularités. Tu en as fait part, tu n'étais pas le meilleur élève de la classe. Et lui aussi avait des singularités, tu veux nous en parler? Absolument. Mon associé était diagnostiqué HPI, donc haut potentiel intellectuel. Il avait beaucoup de capacités au niveau scolaire, mais pourtant, le rythme, plutôt le moule, je dirais, qui nous était imposé, on n'a pas su y correspondre, lui et moi, aussi bien l'un que l'autre. Je sais que tu pitches ta boîte à merveille et c'est comme ça qu'on t'a repéré avec Diversity Days. Est-ce que tu peux me pitcher Adapted en moins d'une minute? Avec plaisir, Anthony. Donc Adapted, comment ça se présente? Eh bien, c'est une plateforme en ligne basée sur l'intelligence artificielle qui a pour but de permettre à chaque étudiant d'être accompagné personnellement en fonction de son profil, de ses compétences et pour qu'il évolue à son rythme. D'accord, ça a l'air tout simple comme ça, mais concrètement, si je suis prof ou tout simplement étudiant, qu'est-ce que je retrouve dessus?
eh bien, l'étudiant ou le professeur va déposer le cours sur la plateforme et va pouvoir interagir avec. Donc ça commence par lui poser des questions, le résumer, avoir accès à toutes les notions du cours sous forme de liste. Et ensuite, l'étudiant va pouvoir se tester grâce aux tests auto-générés par l'intelligence artificielle sous forme de QCM, texte à trous et ainsi de suite, encore une fois en fonction du profil de l'étudiant bien évidemment. Et donc suite à ça, il y a la partie aussi notation. Donc en fonction des notes et des résultats obtenus au test, il y aura un suivi pour que l'étudiant puisse itérer et donc répéter pour pallier ses lacunes. Magnifique. On est déjà dans le futur, ça me plaît. Quels sont aujourd'hui les objectifs de ta boîte? Parce que c'est une boîte qui est encore en ce qu'on appelle early stage, en voie de développement. C'est quoi les objectifs que tu t'es fixés avec Adapted? Eh bien, l'objectif principal, c'est de devenir la plateforme référence pour les étudiants. Donc nous, ce que nous voulons, c'est justement que l'étudiant puisse trouver, que ce soit ses cours, ses notes, son emploi du temps, toutes les ressources pédagogiques dont il a besoin. Parce qu'à l'heure actuelle, selon les études qu'on a menées auprès de différents étudiants, différentes écoles, il y a un réel problème de centralisation qui fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et qui a tendance justement à diminuer l'information. Tu dis parfois, tu sais, il y a les start-upers qui disent tu veux être le Uber 2 ou le Airbnb 2. Tu as une. Non, tu voulais être le. Nous, on veut être. Disons qu'il n'y a pas d'outil de comparaison, mais qu'on veut être la référence dans les tech. Magnifique, ça me plaît aussi. Tu en es où concrètement? On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai l'impression que tu as pas mal accéléré ces dernières semaines. Tu en es où concrètement? Eh bien, concrètement, on est encore en phase de développement. Donc, on a un MVP qui est disponible et qui présente pour le moment les features que j'ai énoncées plus tôt, telles que l'interaction avec le cours et la partie test auto-généré. Alors Youssef, moi, dans les dernières questions que j'ai à te poser, ce serait plutôt sur ton parcours d'entrepreneur et aussi tes ambitions. À 3 ans, où est-ce que tu positionnes Adapted? Eh bien, à 3 ans, avec Adapted, nous ambitionnons justement d'avoir un minimum de 10 groupons d'écoles, ainsi que de permettre à chaque étudiant d'être épanoui dans ses études, vraiment. Donc redonner confiance à travers ton appli, simplifier, ce que j'entends. Tu t'es pas fait tout seul, tu le dis souvent, moi je t'ai souvent entendu dire ça. Il y a eu des rencontres, il y a eu celle de Diversity Days, il y a eu celle aussi de Station F, et bravo, tu es rentré dans ce qu'on appelle les Fighters. Donc c'est le programme d'égalité des chances aujourd'hui de Station F. Tu veux nous en parler un petit peu de ces dernières expériences? Avec un gigantesque plaisir. Eh bien, pour commencer, je dirais que Station F, qui était la première expérience d'incubation pour nous quand on a débuté, a été très importante. Dans le sens où, lorsqu'on débute l'entrepreneuriat, on est un peu perdu, on est un peu seul. Et le fait d'avoir accès à une communauté qui est très investie, ainsi qu'il y a des ressources pour se développer, c'est génial au début. Donc ça redonne confiance, ça te permet de trouver du réseau, ça te permet aussi peut-être d'ouvrir à un écosystème auquel tu n'avais pas forcément accès. C'est ça qui s'est passé à Station F par exemple? Exactement. Okay. Au début, c'était plutôt compliqué au niveau du développement puisqu'on ne savait pas où on mettait les pieds, on ne savait pas trop comment faire. Et les codes, on les a vraiment obtenus au tout début grâce à Station F. Et j'ai l'impression, donc, pour parler de Diversity Days et de la promo dans laquelle tu étais donc, en début d'année dans le 91, j'ai le sentiment aussi que tu as rencontré, en préparant l'interview, tu me parlais comme une famille. C'est ça aussi dont on a besoin lorsqu'on se lance, lorsque rencontrer des gens qui nous ressemblent et qui peuvent nous apporter de l'aide? Eh bien, la force principale que je tire de Diversity Days, c'est justement le sentiment d'avoir une vraie famille. C'est une famille d'entrepreneurs avec tous des beaux projets, des magnifiques projets qui ont beaucoup d'avenir et chacun se tire vers le haut. C'est une force conséquente. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraide et c'est ce qui me plaît le plus à chaque fois, de voir chacun qui s'apporte des conseils, des compétences. Ben, ça ne coûte rien l'entraide. Hein. Et c'est peut-être ça finalement le message derrière Engage-moi. Une dernière question, un mot pour ceux qui doutent de leur place dans l'entrepreneuriat. Youssef, dans ce qu'on a vu de ton portrait, c'est aussi que en fait, peut-être qu'on peut y arriver sans le diplôme, peut-être qu'on peut y arriver par soi-même en apprenant parfois avec ce qu'on trouve en ligne Ça rejoint un peu aussi le combat d'Adapted qui est que chacun a une méthode d'apprentissage et de développement qui lui est propre. À l'heure actuelle, j'ai 20 ans et il y a cela quelques mois, je ne connaissais absolument rien au code de l'entrepreneuriat. Et c'est justement en trouvant mes différentes voies que j'ai pu me développer et développer Adapted comme à l'heure actuelle. Et pas mal de ressources en ligne aussi, non, pour t'aider. Tu as des conseils pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat social? Disons qu'en termes de conseils, encore une fois, Station F propose une formation qui s'appelle Launch, que je recommande fortement lorsqu'on débute. Ouais. D'autres ressources en ligne ou pas du tout? En réfléchissant, je ne pense pas. Non. Ça marche. Merci à toi Youssef et puis merci à la team Engage-moi. Avec plaisir, merci à vous deux et bravo. Bonne continuation, plein de bonnes choses pour vous et pour la suite. Youssef, c'est à toi je crois.
Bah écoute, déjà bravo pour ce projet, bravo pour l'impact de ce projet, pour l'énergie, parce que franchement, on sent que tu as la patate à l'intérieur et ça c'est super cool. On va passer maintenant à la troisième séquence et je crois que vous restez avec nous en fait dans le plateau dans lequel on va accueillir une journaliste qui est déjà très connue et qui va nous présenter la carte blanche de Visible. C'est bien ça? Je crois que c'est... Enfin bon, alors on le voit après le jingle alors. Tu me lances le jingle ou pas? C'est parti. Jingle. Bonjour et bienvenue, chère Florence. Merci d'être avec nous tous les mois. Florence, tu es présidente, fondatrice d'ailleurs, d'un média qui s'appelle Visible. Donc moi, je voudrais que tu me dises, Florence, comment on fait pour rendre les femmes plus visibles? Ah, bonjour Sophie, bonjour Youssef, bonjour tout le monde. Comment on fait pour rendre les femmes visibles? Eh bien, on les rend visibles et a priori, visible veut dire image. Donc, nous, on est parti du principe très simple, d'une observation très simple, c'est que les femmes formidables étaient partout, simplement ça ne se voyait pas et ça ne se sait pas suffisamment non plus. Donc, voilà, les rendre visibles nous semblait une évidence et c'est vrai que la vidéo étant un support quand même absolument génial pour véhiculer des images, des idées, l'idée de la vidéo s'est inspirée aussi des médias digitaux qui sont arrivés avec Brut, avec Loopsider, avec AJ+, aux États-Unis, avec Nowzis, etc., qui sont ces médias destinés à être utilisés sur les réseaux sociaux. Super. Alors justement, aujourd'hui, tu vas nous parler d'une femme, évidemment, extraordinaire toujours. Alors, c'est qui cette femme extraordinaire? Alors c'est amusant parce que j'ai rencontré Eva Engel, je ne l'ai pas rencontrée d'ailleurs, je l'ai découverte sur LinkedIn. Et puis, j'ai lu 2-3 phrases et je me suis dit, mais c'est absolument génial. Donc LinkedIn, ça permet ça aussi, c'est-à-dire que paf, connexion, etc. Et elle me dit, j'habite à Chambéry. Elle me raconte en 2 mots ce qu'elle fait et elle me dit, mais je ne viens pas à Paris tout le temps. Donc on a attendu 3 mois. Qu'elle vienne à Paris. Et on l'a rencontrée il y a une quinzaine de jours. Et puis il y a une quinzaine de jours, je suis à Vivatech et puis on me demande d'animer la remise du prix Femmes du numérique, donc coup de cœur national du groupe La Poste. Et donc je fais ça. Et qui est lauréate ce jour-là? Mais c'est décidé ce jour-là. C'est Eva Engel. Donc je me dis, voilà, il y a quand même un alignement absolument génial. Alors maintenant, je vais vous parler de ce qu'elle fait, parce que c'est évidemment ça l'objet. Elle est la fondatrice d'une application qui s'appelle Tierce et qui veut faciliter la communication des parents séparés pour situation de violence conjugale. Or, évidemment, quand il y a des enfants, il faut pouvoir continuer à communiquer et ça crée des crispations quand même déjà quand il n'y a pas de situation de violence, de se dire ah tu le prends quel jour, etc. C'est pas toujours simple. Mais là, quand il y a situation de violence, donc il faut trouver un moyen d'apaiser les échanges. Et donc ces conversations, lorsqu'il y a un mot un peu violent, eh bien ce mot est remplacé par des étoiles. Donc ça baisse quand même le niveau de stress pour celui qui reçoit ou celle qui reçoit. Donc des étoiles. Néanmoins, pour servir d'outil au cas où ce serait trop violent, l'historique est conservé. C'est-à-dire qu'on peut aussi, dans le cadre d'un dossier judiciaire, eh bien, on peut avoir l'historique de la conversation avec les vrais mots. Et c'est absolument génial parce que, encore une fois, du coup, le degré de tension baisse énormément. Probablement aussi le fait de savoir que, parce qu'il faut un accord des 2 parties pour utiliser cette application, eh bien, ça diminue peut-être le mot spontané qui pourrait déraper et être trop violent. Donc je vous propose de découvrir un extrait tout de suite de cette interview avec Eva Engel. Super. Une femme sur 3 en entreprise est victime de violences conjugales. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Mon manager était au courant, mon directeur était au courant et pourtant ils m'ont jamais proposé quelque chose pour m'aider. Alors que je les voyais tous les jours. Eux voyaient bien que j'allais pas bien, qui voyaient bien que j'étais pas concentrée, que j'étais tout le temps sur mon téléphone et que j'étais tout le temps en arrêt. Je m'appelle Eva Engel et je crée une application qui s'appelle Tiers. Donc c'est une application pour les parents séparés qui ont vécu des violences conjugales pour qu'ils puissent discuter en toute sérénité autour des enfants. Je suis séparée maintenant depuis 5 ans. Et comme j'ai un enfant avec mon ex-conjoint, on est obligé de rester en contact. Sauf que comme dans beaucoup de cas, il en a profité pour envoyer des insultes, des menaces, des milliers de messages, des milliers d'appels. Moi je dis que l'idée, elle est venue un peu d'un ras-le-bol de cette situation. J'en avais marre de vivre ça et j'avais pas d'autre solution. 76%, c'est le nombre de personnes qui continuent à subir du harcèlement, des menaces et des insultes après la séparation.
quand il y a eu des violences conjugales. Des fois ça empire, des fois ça se crée aussi avec la séparation. Donc sur le compte Instagram où je raconte mon histoire, c'est le premier post. Du coup après j'ai reçu plein de messages de personnes qui vivent la même chose. Je lis. J'ai le témoignage de Lucas qui a eu une séparation très difficile. Il dit qu'il recevait plus de 50 SMS par jour de la part de son ex-conjointe et un nombre incalculable d'appels. J'ai aussi le témoignage de Laure, qui est maman séparée. Elle dit que la communication avec son ex-conjoint est extrêmement difficile, que quand elle a demandé la garde de son fils, elle a fait face à la colère du papa et qu'elle subit des insultes, des menaces par téléphone quasi quotidiennement. Il y a notamment un filtre pour les mots violents, donc un filtre à insultes et à menaces, et dès qu'un de ces mots est reconnu, il est automatiquement remplacé par des étoiles. Au début, j'avais pensé à complètement masquer, mais en fait, pour la sécurité, je pense qu'il est nécessaire de les laisser. Parce que si on reçoit dans une journée peut-être 4, 5, 6 mots violents, peut-être qu'il faut prendre certaines dispositions, faire attention, aller porter plainte, se protéger. Quand on veut porter plainte, quand on est d'accord pour aller porter plainte, quand on est prêt, on doit avoir des preuves. Et du coup, si c'est des messages, on doit faire des captures d'écran, tout relire, tout trier. Et ça, c'est hyper difficile à vivre en plus de ce qu'on a déjà vécu. Donc là, il y a un historique qui permet de tout télécharger, d'avoir un document très clair et qu'on peut imprimer ou envoyer par mail à son avocat, à la police. C'était donc Eva N'Galé de l'application Tiers. Ce que je trouve intéressant à travers cette aventure entrepreneuriale, c'est deux aspects. Déjà, elle-même a subi des violences conjugales, donc elle a identifié un besoin et elle a trouvé une solution. Or, elle n'est pas ingénieure. Donc c'est une femme qui se dirige vers la tech, qui va chercher les compétences donc de codage, de développement, mais c'est pas elle l'ingénieur. Et ça l'a pas du tout arrêté. Et donc ça veut dire, puisqu'il faut lever les freins aussi des femmes par rapport au sujet, à l'immense sujet de la tech et du numérique, c'est que c'est donc un exemple, encore une fois, de personne qui a l'audace, ou pas d'ailleurs, ou spontanément se dit, bien sûr c'est pour moi, c'est un outil pour moi qui va pouvoir répondre à ce besoin que j'ai identifié. Et donc en ça, je trouve qu'elle est rôle modèle aussi à ce titre. J'avais envie de mentionner moi une Française pour le coup, Diriata Ndiaye, qui avait aussi développé l'application Appel. Bon, pour le coup, elle c'était une geek, donc elle l'a développée, mais en revanche qui répond complètement à la même problématique de comment des femmes, grâce à leur téléphone, vont être peut-être en lien avec les premières personnes qui peuvent les aider. On le voit aussi sur le harcèlement scolaire, donc il y a une vraie lame de fond aussi sur ces sujets-là. Il y a une lame de fond sur ces sujets, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment la technologie peut apporter des solutions, parce que là, on voit une des solutions, et si tu viens de parler effectivement de Diriata, mais c'est, par exemple, sur ce sujet des violences, des algorithmes pourraient détecter la fréquence des mots violents et leur intensité. Ça veut dire qu'on pourrait faire de la prévention en se disant « Ok, là, on arrive à un seuil qui n'est plus tolérable, mais qui est peut-être un seuil de danger réel, de mise en danger, donc il faut agir. » Et je trouve que c'est vraiment des outils absolument formidables. Extra. Merci beaucoup, Florence. Merci. On te retrouve le mois prochain avec une nouvelle carte blanche visible. Merci. Merci. Et on va passer à la prochaine étape. Maintenant avec Sandrine Charpentier de Mixity qui va justement nous présenter le top 3 des initiatives après jingle. Jingle. Bonjour Sandrine. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver. Bonjour. Ravi, super, on est très ravis de t'accueillir dans le plateau. Est-ce que tu peux nous présenter Mixity d'abord pour commencer ? Oui, alors Mixity en 2 mots, donc on accompagne les entreprises et les écoles sur leur politique diversité et inclusion. Donc on les aide à mesurer, à piloter et à s'engager sur la diversité et l'inclusion. Super, donc mesurer, piloter, s'engager, j'entends 3 mots et donc les top 3 des initiatives. Ben voilà, exact. Donc je vais vous présenter le top 3 des initiatives diversité et inclusion qu'on a sélectionnées pour vous aujourd'hui. Et donc on va parler d'emploi des seniors, on va parler de sexisme ordinaire, de lutter contre le sexisme ordinaire, et puis on va aussi parler de l'inclusion dans la tech. Donc 3 beaux sujets. Le premier, c'est l'emploi des seniors. Évidemment, vous avez tous suivi avec intérêt l'actualité de la réforme des retraites qui amène pas mal aussi de questionnements, notamment des entreprises, sur l'allongement de la durée du travail.
Et puis, il y a eu aussi des projets comme l'index senior qui ont été évoqués. Mais en attendant, les entreprises se posent beaucoup de questions sur comment adresser ces enjeux d'allongement des carrières et puis d'inclusion des seniors dans les entreprises. Donc moi, j'avais envie de vous parler d'une entreprise qui s'appelle Elior, que vous connaissez peut-être. C'est un acteur clé du secteur de la restauration collective. Elior, c'est 22 000 personnes qui sont employées en restauration collective et 20 000 dans le secteur des services et du nettoyage notamment. Et en fait, ils recrutent énormément puisque tous les ans, ils recrutent 2500 personnes en CDI. Donc, c'est vraiment une entreprise qui a des démarches de recrutement très importantes. Et parmi ces recrutements, ce qu'on peut noter chez eux, c'est qu'ils ont 30% de ces 2500 recrutements qui concernent des personnes de plus de 45 ans. Ce qui est quand même énorme parce que nous, dans les entreprises qu'on évalue avec Mixity, la moyenne, c'est 7%. Donc c'est quand même assez important. Donc c'est 30% de plus de 45 ans et 18% de plus de 50 ans. Donc ces chiffres sont assez élevés et ça concerne pas uniquement certains métiers, mais tous les types de métiers dans le domaine de la restauration collective, qu'on parle de serveurs, de plongeurs, de chefs gérants, de chefs de cuisine. Et donc chez Elior, l'engagement dans le recrutement, c'est que les seniors ont les mêmes chances d'être recrutés que les jeunes. Donc pour ça, ils portent vraiment un engagement sur la valeur de chacun, la différence que chacun peut aussi apporter en termes de richesse par rapport à son parcours. Et sur aussi le fait d'interagir entre jeunes et seniors pour vraiment aussi créer de la valeur dans l'entreprise. Et donc, pour arriver à ces scores qui sont quand même assez importants, ils ont mis en place des actions très concrètes. La première, c'est former les équipes en charge du recrutement sur les biais, parce qu'on sait que l'âge, notamment dans les entreprises, c'est le premier facteur de discrimination. Donc ça, c'est une étude du Défenseur des droits, et ça fait un petit moment que c'est le cas. Et que on a de nombreux préjugés concernant les seniors dans le monde du travail. On peut noter aussi que la France est en dessous de la moyenne européenne pour l'emploi des 55-64 ans. Ces personnes sont 56% versus 60% en moyenne dans l'Union européenne à être actifs et en emploi actuellement. Et donc, au-delà d'intégrer, d'inclure des seniors dans les entreprises, Elior a beaucoup travaillé aussi sur l'employabilité, sur la montée en compétences et propose des parcours de formation qui sont à la fois certifiants et diplômants. Donc ça, c'est top aussi parce que ça permet d'avoir des certificats de qualification professionnelle, de pouvoir aussi se développer dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Donc c'est tout un chemin d'accompagnement des seniors, du recrutement à l'inclusion. La deuxième bonne pratique, on a parlé des seniors, un autre enjeu important qui nous tient à cœur dans la diversité et l'inclusion, c'est le sexisme au travail. Vous n'êtes pas évidemment sans savoir que c'est toujours et malheureusement une réalité vécue pour un grand nombre d'entre nous. Même si ça progresse quand même. Ça progresse et ça c'est évidemment grâce à des initiatives qui sont portées par de nombreux acteurs sur ces questions. Mais on a une étude qui est assez récente et qui dit que 60% des salariés français déclarent avoir été exposés à au moins un agissement à connotation sexiste ou sexuelle dans le cadre de leur travail au cours des 12 derniers mois. C'est une étude nationale qui a été menée en mars 2022 par un cabinet qui s'appelle Équilibre auprès de plus de 1000 personnes du secteur privé et public. Donc c'est quand même une réalité, c'est une réalité dans la société, c'est aussi une réalité dans l'entreprise puisqu'on sait que tout est lié. Et donc c'est le cas aussi au sein de l'entreprise SNCF. Qui a, elle, décidé de s'emparer aussi de ces questions, qui a mené une étude déjà en 2022 pour comprendre où l'entreprise en était et où les agents et le personnel en étaient sur cette question du sexisme. Et donc, ils ont identifié que 57% des salariés dans l'entreprise déclarent avoir été témoins de situations de sexisme ou de violence à caractère sexiste ou sexuel. Donc,
ils ont déjà regardé, et c'est important de mesurer et de comprendre pour agir, donc ils ont regardé ce qui se passait de façon assez honnête, avec cette envie d'exemplarité aussi et d'adresser cet enjeu. Et en ayant dressé ce constat et partagé ce constat avec tout le monde, ils ont décidé de changer les comportements. Et donc la SNCF a mené une vaste campagne de sensibilisation qui s'appelle Tolérance Zéro. Et qui est diffusée en interne pour rappeler la tolérance zéro face aux propos et aux violences sexistes et sexuelles dans l'entreprise à tous les niveaux. Et ça, c'est une super bonne pratique parce que c'est la direction générale aux côtés d'employés de l'entreprise qui a pris la parole, qui a décidé de s'exprimer en disant stop, on n'en veut plus, ce n'est plus possible, c'est zéro tolérance, et d'avoir cette exemplarité avec les dirigeants qui s'engagent, qui sont exemplaires et qui passent le message de façon vraiment significative. Ça, c'est vraiment génial, c'est une bonne pratique qu'on recommande tout le temps en continu aux entreprises. Il y a une petite vidéo voilà, donc regardons-la. On la regarde tout de suite, c'est parti. So mignonne. Tu peux nous faire un café? Évidemment qu'elle a eu le poste, t'as vu comment elle est foutue? Ok, mais d'abord je veux un bisou. Dis donc, t'es bien musclée? Tu me montres? Pour une femme, c'est déjà super d'avoir ce poste, tu devrais être contente. Mais t'as tes règles ou quoi? Faut sourire, mademoiselle, si c'est juste un compliment. C'est pas pour toi, c'est un truc de mec. Tu sais, je te l'ai déjà dit, on peut voir ça chez moi, on sera plus tranquille. Assume, cocotte, c'est toi qui as choisi de venir dans une équipe de mecs. À mon avis, elle fait pas que des photocopies, elle. Vous voyez ces phrases? Enfin, vous les entendez? Eh bien, ce ne sont pas que des phrases. Ce sont des remarques sexistes. Des propos humiliants. Ces remarques sont inacceptables. Ces comportements-là, on ne doit plus les subir. Du tout. Basta. Fini. Plus jamais. Et notre dernière bonne pratique du jour, donc je suis ravie d'être à côté d'Anthony aujourd'hui pour en parler. Et je voudrais finir par le monde des startups parce qu'on se projette dans l'économie de demain et on se dit peut-être que ça va mieux l'inclusion dans l'économie, la nouvelle économie. On aimerait. Mais non, Manon. Donc c'est pas aussi inclusif qu'on aimerait que ce soit. Donc on sait que la France regorge de talents et que pourtant beaucoup de talents sont encore invisibles, qui sont discriminés en raison de l'âge, de leur origine, de leur parcours, de leur handicap, de leur orientation sexuelle, identité de genre. C'est une réalité et pourtant on sait que dans le monde de la tech, on recrute beaucoup, on recherche aussi beaucoup de talents. Il y a 80 000 postes à pourvoir dans le monde du numérique et donc il y a même une étude que Diversity Days a menée récemment et qui montre que les startups recrutent à 61% des profils masculins jeunes issus de grandes écoles qui viennent de grandes métropoles et qui n'ont pas de situation de handicap. Et oui. Donc on a encore des choses à faire pour encourager l'ouverture à des profils et des parcours divers. Et donc pour apporter une réponse concrète, Diversity Days et la Fondation Mosaïque ont lancé en 2020 un super programme concret qui accompagne les startups qui s'appelle Take Your Place et qui vise à promouvoir la diversité et l'inclusion dans les startups. Donc aujourd'hui, c'est un succès parce qu'il y a déjà 50 entreprises qui sont adhérentes et qui ont rejoint ce programme. Anthony, puisque tu es là, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce programme? C'est le moment où je réponds non. Non, je sais pas. Je sais plus de quoi on parle. Oh. En tout cas, non, c'est génial. S'il y a une lame de fond qui est en train Alors là, on voit cette jolie rencontre photo, à Bercy avec Jean-Noël Barrot. L'objectif, il est simple, c'est de se dire comment on fait en sorte que les boîtes prennent véritablement conscience qu'il y a un enjeu qui les dépasse, qui est celui de la manière dont elles recrutent et l'impact qu'elles ont sur la société en termes de croissance. C'est-à-dire, finalement, elles lèvent des fonds, elles sont en hyper-croissance, elles ont une responsabilité qui les dépasse, c'est qui rentre dans leurs entreprises. Moi, je dis souvent, c'est 10% des offres en CDI aujourd'hui qui sont détenues par les startups. Ça va ne faire que grandir. Ces startups sont devenues pour certaines des grands groupes, donc elles ont une responsabilité. En termes de recrutement, de profil type, comment elles recrutent, c'est quoi leur méthode. Donc c'est comme ça aussi qu'on a commencé à travailler avec vous, côté Mixity, pour dire il faut que la première étape, ce soit celle du constat. Qui sont dans nos rangs?
Parce qu'on parle souvent des diversités visibles et des diversités invisibles, donc comme le handicap, comme l'orientation. Enfin, c'est pas écrit sur la tête des gens d'où ils viennent, leur quartier, leurs origines sociales, ethniques, culturelles. Donc voilà, il faut d'abord cartographier avec des données dites publiques ou qu'elles sont capables de capter légalement. Donc c'est l'avantage de Mixity. Comme ça, on pose plus, il n'y a plus le débat de mais est-ce qu'on a le droit? Voilà. C'est une empreinte. Toutes les données qui sont récupérées sont légales et ça permet finalement aux décideurs et décideuses économiques dès le départ de se dire bon, au moins je fais un constat, voilà la réalité, voilà une photographie de mon entreprise à un instant T sur ce qu'elle représente sur plein de verticales. L'âge, le genre, l'origine géographique, le handicap, etc. Et donc ça, à partir de là, on commence à construire avec les adhérents du mouvement une véritable feuille de route en les aidant en termes de montée en compétences. Finalement, est-ce qu'ils sont formés aux pratiques non discriminatoires? Est-ce qu'ils savent ce qu'est la diversité et l'inclusion? Ce midi, on avait par exemple un échange sur le recrutement inclusif. On sait très bien qu'aujourd'hui, sur une offre d'emploi, certains mots peuvent exclure certains candidats. J'entends par là parce qu'on a genré une fiche de poste, parce qu'on a indiqué un niveau de diplôme ou une typologie d'école. Et donc, quelqu'un qui a fait la fac va se dire bah, « j'ai pas fait une école de commerce, donc j'ai pas le droit d'y postuler ». On va préciser une moyenne d'âge en disant « on cherche jeune talent ». J'en sais rien, on ne va pas préciser que le poste est adapté. Donc voilà, c'est tout un tas de choses qu'on fait avec ce mouvement pour faire en sorte que les boîtes passent à l'action et surtout ne soient pas, moi je parle souvent de jungle des solutions. Il existe plein de solutions intéressantes, mais il en existe quelques-unes qui sont dites coercitives. Et moi je crois que notre but en tant qu'acteur associatif, c'est de faire en sorte que ce soit lisible. Et que le patron ou la patronne qui a envie de se lancer, que ce ne soit pas un parcours du combattant, mais bel et bien quelque chose qui lui permette de conduire une feuille de route et impliquer à la fois des parties prenantes comme le responsable des affaires sociales de l'entreprise, les RH, le patron, la patronne, des membres du COMEX, tous ceux qui ont envie que l'entreprise soit un petit peu plus à l'image de la société. Ouais. Merci infiniment. C'est une belle aventure en tout cas parce que c'est aussi une aventure partagée. On a diversité, on a mixity, on a la Fondation Mosaïque, on a tout le monde. Et nous, on a la chance de vous avoir sur ce plateau et on en est ravis. Merci à tous les deux. Youssef, c'est bientôt la fin de ce programme déjà. Bah, c'est super vite. Ouais, mais c'était chouette. Avant de se quitter, on va peut-être parler des grands rendez-vous de l'actu des acteurs et des actrices qui s'engagent. Un rendez-vous pour commencer qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit du Women for Future by La Tribune. Après le Parc des Princes l'an dernier, nous allons nous retrouver à Toulouse, dans la belle Occitanie. On va recevoir des femmes et des hommes d'ailleurs, venus du monde entier, grâce à la participation au concours de Chiara Corazza, que j'en profite pour saluer parce que je sais qu'elle regarde l'émission. On va donc parler de futur, d'innovation, de la place des femmes dans la tech et dans tous ces métiers du futur justement. Donc c'est un rendez-vous incontournable. On se retrouvera au Capitole et puis au Palais Niel le 18 et le 19 octobre. Notez bien dans votre agenda et puis toujours en direct sur latribune.fr. Pour toute info et même pour vous inscrire, c'est gratuit, profitez-en. Vous allez sur womenforfuture.fr. Autre actualité, Youssef, une actualité, on vous en reparlera, mais je voulais quand même déjà en parler et profiter de la présence d'Anthony sur ce plateau. C'est le Grand Prix Diversité Inclusion, c'est organisé par AFL Diversity avec la collaboration d'ailleurs de Mixity. Le principe c'est quoi? C'est aller récompenser, remettre des prix aux entreprises, aux collectivités, aux organisations qui auront mis en place des bonnes pratiques en matière de diversité et d'inclusion. Il y a un grand jury qui va se réunir très bientôt à la rentrée pour décerner ces prix. On y parlera égalité entre les femmes et les hommes, égalité professionnelle évidemment, handicap, diversité, tous les sujets de la diversité et de l'inclusion, avec un jury composé de personnalités engagées et puis des présidents de jury évidemment remarquables. On a Anthony Babkin qui sera accompagné d'Elisabeth Moreno qui, vous le savez, est très engagée sur ces questions. Ça va Anthony, tout se passe bien? Comment ça se passe? C'est en train de... C'est parfait, ça y est, je suis bien ça accompagné. roule. Elisabeth Moreno, je disais c'est la grande sœur pour rire, mais elle a un peu de bouteille sur ces sujets-là, donc j'ai confiance. Et je crois qu'on s'est donné un gage commun sur ce concours-là, c'est de faire en sorte aussi que ce soit des initiatives qui aient de l'impact sur la vie des collaborateurs. Qu'est-ce qui change véritablement le quotidien sur les questions de lutte contre les discris. C'est bien d'avoir des belles campagnes, marque employeur, etc. Mais je crois que le registre... Du concret. Voilà, du concret, des chiffres. Concret et de l'impact sur la vie des gens. En tout cas, on sera avec vous évidemment le 7 novembre chez TF1. Voilà, on a fait le tour, non Youssef? On a fait le tour. Et bien sûr, la prochaine
prochaine émission Prochaine qui va émission, arriver. évidemment. Avec des nouveaux talents, des nouvelles initiatives, des nouvelles femmes. Et puis toujours les mêmes chroniqueurs que nous avons la chance de recevoir chaque mois sur ce plateau. Il nous reste à remercier les gens, non? Normalement, c'est ça qu'on fait, on remercie les gens. On les remercie là, ouais. C'est ça? Donc on remercie l'équipe qui se trouve derrière la vitre, hein, toute l'équipe technique, évidemment toutes les équipes de la tribune, toutes les équipes de la Fondation Mosaïque qui ont beaucoup travaillé. Puis et après, Sophie, tu t'es quand même bien battue pour faire en sorte que cette émission puisse sortir aujourd'hui. Écoute, c'est grâce à vous tout ça. Merci Youssef, merci infiniment à tous les deux, à tous les trois. Bonne chance encore. On va vous suivre, on ne va pas vous lâcher. Hein. J'espère. Donc vous n'avez pas le choix, il faut y aller. Merci infiniment de nous avoir suivis pour cette première. Nous sommes ravis de vous retrouver tous les mois. D'ici là, prenez soin de vous. Salut.